Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais partager vos histoires, celles que vous m'avez partagées, que vous m'avez envoyées sur Instagram. Ce sont des histoires qui vont côtoyer du paranormal et des histoires beaucoup plus terre à terre, si on peut dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Également, si vous souhaitez suivre mon aventure hors YouTube, je vous affiche mon Instagram juste ici. C'est là-bas que vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires. Petite précision, alors je reçois beaucoup d'histoires et malheureusement je ne peux pas toutes les traiter en vidéo, sinon ça me ferait faire des vidéos de plusieurs heures et en termes de montage je pense que ça me pousserait à me tirer une balle. Donc je fais ça au fur et à mesure, je veux aussi varier le contenu, je veux pas faire que des threads d'horreur abonnés. Donc voilà, c'est pour répondre un petit peu aux messages que je peux recevoir de pourquoi tu racontes pas mon histoire, quand est-ce que tu racontes mon histoire, etc. Je tiens à dire aussi que vous n'avez pas besoin de mon autorisation pour me raconter votre histoire. Souvent je reçois des messages où on me dit salut, est-ce que je peux te raconter mon histoire? Oui, on peut me raconter l'histoire, il n'y a pas besoin que je valide avant ou quoi que ce soit. Dernière petite précision, c'est les threads d'horreur des abonnés, donc évidemment que je raconte des histoires des personnes qui sont abonnés. Je vais pas raconter l'histoire de quelqu'un qui m'envoie son histoire comme ça, sans être abonné ou quoi que ce soit. Ça tombe un peu sous le sens. Je crois que j'ai tout dit, j'espère que vous êtes bien installés. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 histoires. Mettez-vous bien, éteignez la lumière et on est parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire sera celle d'une personne que nous allons appeler Carla. Carla nous dit qu'elle vit dans une maison avec ses parents. Sa maison se trouve en haut d'une petite colline et elle est composée de plusieurs étages. Il y a le rez-de-chaussée et 2 étages. C'est une histoire qui s'est passée alors que Carla était en vacances, plus précisément le dernier week-end des vacances scolaires. Donc pendant ce moment-là, elle profitait de pouvoir pendant quelques jours encore se coucher assez tard et pour s'occuper tardivement, elle parlait avec ses amis, elle était en appel sur l'application Discord. Elle parlait avec ses amis, tout se passait très bien et le programme de la soirée en appel avec les amis c'était de se raconter des histoires d'horreur. Est-ce que c'est une bonne idée de se raconter des histoires d'horreur après minuit? Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure des choses à faire, mais en tout cas c'est ce qui était fait. Ça peut être le meilleur contexte comme ça peut être le pire, ça dépend en fait s'il nous arrive des choses qui nous effraient plus tard et malheureusement c'est ce qui s'est passé dans la vie de Carla. À ce moment-là dans la maison il y avait Carla, sa sœur, sa mère et son père lui n'était pas là, il était en déplacement professionnel. À un moment donné, alors que tous les amis se racontaient des histoires, une des histoires interpelle un peu plus Carla, car c'est une histoire d'horreur qui a été racontée et elle prenait place dans un cimetière. Et coïncidence, il y a un cimetière qui se situe pas très loin de là où vit Carla. Donc on peut dire qu'elle a été beaucoup plus impliquée dans l'histoire qui lui a été racontée que dans les autres. Elle a été tellement impliquée que ça lui a fait peur et cette peur lui a donné envie d'aller aux toilettes. Donc pour éviter les pipi-culottes, Carla s'est donc rendue aux toilettes. Et en sortant de sa chambre, elle s'est rendue compte que la lumière du salon était allumée. C'est quelque chose qui interpelle Carla parce que normalement sa mère dort dans le salon, donc la lumière aurait dû être éteinte, mais elle se dit que peut-être vu que le père n'était pas là, elle était montée pour dormir dans la chambre et qu'elle avait simplement oublié d'éteindre la lumière du salon. C'est possible, c'est une solution rationnelle, notre esprit ne cherche pas tout de suite à nous créer une situation qui pourrait nous mettre mal à l'aise. Elle arrive donc aux toilettes, elle ouvre la porte et en ouvrant la porte, elle fait face à un spectacle saisissant. Elle voit au milieu de la salle de bain où il y avait les toilettes, sa mère assise en tailleur sur le sol. Ça a évidemment surpris Carla, elle a donc décidé de ne pas déranger sa mère se demandant ce qu'il se passait, elle a refermé la porte, elle a rebroussé chemin et elle est allée faire ses besoins dans d'autres toilettes de la maison. Elle a laissé la lumière du salon allumée et elle était toujours un petit peu mal à l'aise de ce qu'elle venait de vivre, donc elle est rentrée dans sa chambre et elle l'a fermée à clé. En s'enfermant à clé dans sa chambre, elle réfléchit à plein de choses, ne comprenant pas vraiment ce qu'elle avait vu, plein de pensées, on va dire négatives, viennent occuper son esprit. Elle se rappelle à ce moment-là que ses parents vivant à la campagne ne ferment jamais la porte d'entrée et donc que ce n'est pas forcément le truc le plus sécurisé. Donc elle a plein de pensées un peu négatives comme ça qui lui occupent l'esprit. En plus, on venait de lui raconter des histoires d'horreur qui l'avaient marqué. Donc vous l'avez compris, Carla, elle n'est pas bien du tout. Elle reprend son appel avec ses amis, elle raconte ce qu'elle a vu et ses amis ne la prennent pas au sérieux. Ils se moquent d'elle, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très cool. Et au bout de quelques minutes, Carla entend un son. Elle entend des bruits de pas dans son escalier. Escalier qui est en bois et qui est assez vieux. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent
le son que ça peut faire, mais c'est très bruyant quand c'est emprunté. Elle entend donc ces bruits de pas qui se rapprochent petit à petit de sa chambre et elle se rend compte d'une chose grâce à la lumière du salon qu'elle a laissé allumer. Elle avait un peu de lumière qui passait sous le pas de sa porte et cette petite lueur qu'il y avait devient sombre. Carla comprend donc que quelqu'un se tient devant sa porte. Carla pense que c'est sa mère, elle pense que sa mère est possédée par rapport notamment à ce qu'elle avait vu quelques minutes avant. Carla fait part de ce qu'elle voit à ses amis et ses amis, eux, donnent les pires conseils possibles et je ne vous conseille pas d'avoir ses amis si vous vivez un scénario de film d'horreur. Parce que ses amis lui disent « mais ouvre la porte, ça doit être ta mère ». Donc si c'était un tueur, les amis lui conseilleraient de se livrer directement. Il était aux alentours des 3-4 heures au moment de ces événements et Carla est restée là, patientant, la boule au ventre, jusqu'à 7h30 du matin, moment où l'ombre a disparu. Carla a mis du temps à trouver le sommeil après ces événements, elle n'a pas bien dormi du tout, et quand elle s'est réveillée, elle est directement allée voir sa mère pour lui faire part de ce qu'elle avait vu. Et sa mère était très choquée parce qu'elle ne se souvient pas du tout de ce qui a pu se passer. Pour elle, elle est restée dans la chambre tranquillement, et elle dormait. Elle assure que de la nuit, elle ne s'est pas réveillée. Depuis ces événements, Carla dort continuellement la porte fermée à clé. Et encore aujourd'hui, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Alors selon vous, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Déjà Carla, si tu te reconnais, merci à toi pour ton témoignage. C'est vrai qu'on a quelque chose d'assez particulier. On peut évidemment penser à un ou une intrus. Première solution rationnelle. D'ailleurs, ça pourrait se tenir sur le fait notamment que les parents de Carla ne ferment pas la porte de la maison à clé. Quelqu'un aurait pu s'introduire dans la maison plutôt facilement. Deuxième théorie rationnelle, qui celle-là, on va dire, est la moins flippante. On peut tout à fait penser que la mère de Carla a été victime de somnambulisme. Personnellement, c'est une théorie que j'ai tendance à privilégier. La mère ne se souvient de rien. Ça peut tomber sous le sens. Et troisième théorie, on a affaire à quelque chose de paranormal, mais quoi? Ça, on ne sait pas. La seule chose qui pourrait étayer la théorie, la développer, c'est le fait qu'on sait qu'il y a un cimetière non loin du domicile de Carla, mais on n'en sait pas plus. Dernière théorie, et là j'ai pas forcément de détails à ajouter pour la développer, mais c'est juste que c'est un enchaînement de coïncidences. Peut-être que la mère s'est réveillée, ou la sœur même, pour aller aux toilettes à un moment donné, et que c'est ça qui a fait le jeu de lumière sous le pas de la porte. Voilà, je pense que on peut justifier ce qui s'est passé de plusieurs manières, de la moins flippante à la plus flippante. Nous allons maintenant voir le témoignage de Louis. Louis nous dit qu'il avait résidé dans un bel hôtel du 19e siècle. Et vous savez, c'est le genre de lieu qui, quand on est petit, peut donner quelques frissons. On peut avoir l'impression qu'il y a des présences à chaque coin de mur. Eh bien, c'est ce que Louis explique. Il dit que dans l'hôtel où il résidait, il avait toujours l'impression d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un d'impalpable. Et par-dessus tout, dans cet hôtel, il y avait un vieux fauteuil qui était très effrayant. Quand la nièce de Louis avait 3 ans, donc un enfant tout à fait innocent, quand elle s'ennuyait à la fin du repas et qu'elle disait qu'elle voulait monter à l'étage, elle justifiait la chose en disant qu'elle voulait aller voir les fantômes. Louis m'a partagé dans son témoignage le fait qu'il s'entend très bien avec le directeur de l'hôtel. Et étant donc un ami du directeur de l'hôtel, Louis avait quelques avantages. Dans cet hôtel, il se trouve qu'il y avait des chambres qui étaient plutôt neuves, des chambres rénovées, et des chambres qui étaient très anciennes, qui elles n'étaient pas mises à la disposition des clients. Mais si jamais Louis en faisait la demande, qu'il en avait besoin, ces fameuses vieilles chambres pouvaient être mises à sa disposition. Une fois, alors que Louis avait besoin de séjourner à l'hôtel et qu'il ne restait plus de chambre, le directeur a donc proposé une des vieilles chambres à Louis. C'est quelque chose qui ne dérange pas du tout Louis, car c'est quelqu'un qui apprécie les vieux objets, tout ce qui est en rapport avec l'histoire. Non pas forcément l'histoire dans les grandes lignes, mais c'est quelqu'un qui va toujours être très attiré par de vieux bâtiments, des vieux objets, des vieux bouquins, tout ce qui, en gros, raconte une histoire. Cette passion, il l'a, et d'ailleurs, il la retransmet dans son métier qui est la poésie. Dès qu'il a mis les pieds dans la chambre qu'on lui a proposée, Louis s'est senti immédiatement très à l'aise. Pour donner un exemple de ce qu'il a ressenti, c'est comme si il avait été accueilli par quelque chose dans ce lieu. Il y avait une tapisserie verte sombre, un vieux parquet, un lit d'époque, et déjà, dès la première nuit qu'il a passée dans cet hôtel, dans cette fameuse chambre d'époque, quelque chose de très étonnant s'est passé, c'est qu'alors qu'il était à la recherche du sommeil, il a observé quelque chose qu'il n'explique pas. Il a vu la poubelle de la chambre passer d'un côté de la pièce à l'autre, sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. Louis en est sûr, il ne l'a pas imaginé. Mais par contre, il n'a pas été forcément plus apeuré que ça par l'événement. D'ailleurs, ce n'est pas le seul événement étrange qui s'est produit. Plusieurs matins, Louis remarquait que des objets n'étaient pas
au même endroit que la veille au soir. Et c'est quelque chose qui pourrait en effrayer certains, mais Louis n'a pas été effrayé, il n'a pas senti tout cela comme une mise en garde, une demande de partir. Lui, il se sentait très bien dans la pièce, il se sentait vraiment accueilli, donc il n'a pas ressenti ces choses qui pourraient nous effrayer comme quelque chose d'apeurant. Et c'est la dernière nuit avant qu'il s'en aille, donc la nuit avant son départ, que Louis a été réveillé à 4 heures du matin. Ce qui l'a réveillé, c'est un bruit fracassant. C'était comme si quelque chose voulait le réveiller pour faire comprendre que cette chose était là. Louis a ouvert les yeux, il a compris ce qui avait fait du bruit, c'était une bouteille de déodorant qui était seule sur une table et qui avait été renversée. Sur le moment, en se réveillant, Louis, certes, a été apeuré, mais rapidement, un sentiment de plénitude l'a envahi. Il ne ressentait absolument aucune angoisse. Le dernier jour, Louis a fait son sac pour partir, il a posé ses affaires sur le lit pour ranger tout petit à petit et correctement dans ce qu'il avait pour voyager. Et alors qu'il rangeait ses affaires, ses yeux se sont posés sur un tableau qui était accroché au mur. Il a reconnu ce tableau. C'était un tableau qui avait été dessiné par une de ses amies qui malheureusement avait perdu la vie. Et là, immédiatement, dans la tête de Louis, tout a fait sens. Il a compris pourquoi il se sentait si bien dans cette chambre. C'est que pour lui, avec lui, se trouvait une entité, l'esprit de son amie défunte. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est plutôt un beau témoignage. Je voulais le raconter parce que je trouvais que c'était une histoire très belle. Évidemment, ça rentre pas forcément dans la catégorie flippant, mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en fait, dans son histoire, ce sentiment de plénitude qui a occulté tout ce qui pouvait faire peur, parce que si on enlève justement le fait que Louis se sente bien dans cette chambre, tout ce qui se serait passé, c'est quelque chose qui naturellement nous aurait fait peur. Et d'ailleurs, Louis le souligne bien à un moment donné quand il a été réveillé en sursaut sur sa dernière nuit. Quand il s'est réveillé, il a eu peur, il a angoissé. Mais ensuite, ce sentiment de plénitude est revenu très rapidement. Mais à la base, il y avait une angoisse. Et je pense que si ce sentiment de plénitude n'était pas là à aucun moment, qu'il n'y avait pas ce sentiment d'être bien accueilli dans la pièce, tout ce qui se serait passé, ça aurait été des choses qui auraient pu être racontées d'une manière très effrayante. En tout cas, Louis, merci à toi pour ton témoignage. J'espère que je l'ai bien raconté. Et maintenant, on est parti pour notre troisième histoire. Nous allons voir maintenant le témoignage de Maria. Maria voulait nous partager quelque chose qui s'est passé en 2021, donc plutôt récemment. Elle dit que les événements qu'elle souhaite raconter ont pris place dans son ancienne maison et qu'elle a déménagé suite aux événements qu'elle nous partage. Elle nous dit que là où elle vivait, il y avait deux maisons. Vraiment côte à côte, il y avait une maison avec des escaliers et une maison sans escalier. Et elle vivait dans la maison avec les escaliers. Elle nous dit que en face de sa maison, il y avait une petite ruelle et que pour accéder à chez elle, c'était assez normalement sécurisé. Il y avait deux portails. Un portail au niveau de la ruelle et un autre au niveau des escaliers. Et pour aller de sa porte au premier portail, donc celui au niveau de la ruelle, il fallait marcher au moins 15-20 secondes. Donc il y avait quand même une certaine distance. Les portails étaient assez vieux, ils grinçaient, mais vraiment très bruyamment. C'est pour dire que généralement quand quelqu'un venait, on le savait parce qu'on l'entendait de l'intérieur de la maison. Donc au moment des faits, Maria était avec sa cousine. Elles écoutaient de la musique tranquillement, elles faisaient leur petite vie, elles passaient du bon temps. Elles étaient dans le salon et elles attendaient que les parents de Maria reviennent. Maria à un moment donné s'est donc rendue vers la fenêtre pour voir si elle apercevait quelque chose. Et ce qu'elle a vu, c'est pas ses parents. Elle a vu au niveau de la ruelle un homme habillé tout en noir. En tout cas elle le percevait comme vêtu entièrement de noir, mais en plissant un peu les yeux, elle s'est rendue compte que non, il portait quand même certaines couleurs comme une capuche rouge. Et dans un premier temps, Maria n'est pas si affolée que ça, même pas du tout. Elle se dit que c'est peut-être quelqu'un qui passe, mais le malaise vient quand elle se rend compte qu'en fait, la personne regarde directement dans sa direction. Donc pour en avoir le cœur net quand même, Maria décide d'appeler sa cousine qui était partie dans la cuisine pour voir si elle voit bien la même chose qu'elle. Sauf que pour l'appeler, elle a détourné le regard de l'homme. Et quand elle a reposé ses yeux sur la ruelle, l'homme n'était plus là. Donc pour Maria, la première chose qu'elle s'était dite, pour elle, c'est la vérité. C'était juste un homme de passage qui a peut-être juste été attiré par le mouvement à une fenêtre, qui a posé les yeux en s'arrêtant et qui est reparti ensuite faire sa vie. Donc Maria est rassurée, elle se remet à écouter de la musique avec sa cousine et on pourrait penser que la vie continue tranquillement. Mais non, sinon l'histoire ne serait pas là. Alors qu'elles écoutent de la musique, Maria décide juste de dire comme ça ce qu'elle avait vu et sa cousine lui dit qu'elle est totalement paranoïaque. Et alors qu'elles sont passées à autre chose, qu'elles parlent tranquillement, elles entendent quelqu'un frapper à la porte. Mais c'était pas quelqu'un qui toquait gentiment pour être accueilli à l'intérieur de la maison. C'était quelqu'un qui frappait vraiment violemment, comme si cette personne cherchait à défoncer la porte. Logique,
Les deux jeunes filles sont très inquiètes, et en venant vers la porte qui était composée d'une fenêtre, Maria se rend compte que l'homme qui se tient maintenant devant sa porte était celle qu'elle avait vue un peu plus tôt dans la ruelle. Et le regard que porte l'homme sur elle au travers de la fenêtre, c'est un regard qu'elle dit qu'aujourd'hui, elle n'oublie jamais. Elle sentait dans le regard de l'homme une haine incroyable, et au-delà de ça, l'envie de faire du mal. Apeurée, Maria va chercher rapidement son téléphone pour appeler ses parents. L'homme, lui, frappe à la porte, donc Maria n'a pas forcément besoin de convaincre ses parents, sachant qu'ils entendent clairement ce qu'il se passe au niveau de la maison. Le chien de Maria, lui, est un peu en arrière de la porte, il aboie. Maria et sa cousine vont se cacher, elles ne peuvent plus endurer le spectacle auquel elles assistent, et au bout de 10 minutes, les parents sont rentrés à la maison. Le père a prévenu des voisins, ils ont fouillé dans les environs, mais ils n'ont rien trouvé. Maria a raconté tout ce qui s'était passé à sa mère en tremblant. Bien que l'homme n'ait jamais été retrouvé, qu'on ne sache pas qui c'est, qu'il ne soit pas revenu, des questions demeurent dans l'esprit de Maria. Ce sont des questions par rapport en fait au portail de la maison. Elle se demande en fait comment cet homme a réussi à rentrer sans se faire remarquer, sachant que Maria aurait dû l'apercevoir entre les deux portails si jamais il était rentré, car elle n'avait détourné le regard quand elle a appelé sa cousine que 5 secondes. En plus, les portails étaient très bruyants et elle n'a rien entendu. Après, on peut se dire que potentiellement c'est la musique qui a masqué le bruit, mais de ce que semble dire Maria, ça ne l'aurait pas masqué normalement. En tout cas, c'est une histoire qui a traumatisé Maria. C'est que plusieurs fois, elle a eu le réflexe de regarder à la fenêtre pour voir si elle ne revoyait pas cet homme qui revenait pour finir ce qu'il avait commencé. Maria, merci du fond du cœur pour ton témoignage. En tout cas, tu m'as dit que tu avais déménagé, donc je pense qu'une fois que tu as fait tes cartons, tu étais beaucoup plus sereine, parce que c'est vrai que vivre dans ce genre d'environnement, c'est pas forcément quelque chose de très serein. Je pense que on peut comparer ça un petit peu à un cambriolage. Quand on vit dans une maison et qu'on a été cambriolé, après on a du mal un petit peu à retrouver nos marques. Et je pense que tu as vécu un peu ce genre de sentiment-là suite à ton expérience. Je suis aussi très curieux de savoir ce que cet homme voulait. Est-ce que c'était un cambrioleur ou alors est-ce que c'était un homme très mal intentionné qui voulait faire pire au-delà de cambrioler et qu'il pensait que potentiellement tu étais seul chez toi? Ça, j'en ai aucune idée. En tout cas, je suis bien heureux qu'on n'en sache rien, car si on n'en sait rien, c'est qu'il ne t'est rien arrivé. Et ça, c'est la meilleure des choses qu'on pouvait espérer. Je vais maintenant vous partager l'histoire d'Ayla. Ayla nous dit que c'est une histoire qui s'est passée quand elle venait d'avoir 10 ans. Pour expliquer un petit peu le contexte, qu'on ait une meilleure vision sur l'endroit où elle vivait, elle nous dit qu'elle vivait dans une maison avec un étage et que dans la même rue, juste en face de chez elle, vivait son oncle. À l'occasion de ses 10 ans, sa famille avait organisé 2 goûters d'anniversaire, 2 goûters / repas. L'après-midi, un petit goûter avec les amis et le soir, un repas, on va dire, en famille. Le goûter s'est passé avec les amis d'Ayla, donc tout s'était très bien passé. Elle avait passé vraiment un super goûter d'anniversaire. Elle avait eu des cadeaux, donc elle était vraiment très contente. Et d'ailleurs, elle a toujours précisé qu'elle a toujours eu des très beaux événements de l'anniversaire, donc elle était très reconnaissante par rapport à ça. On lui avait murmuré à l'oreille que son oncle avait un très beau cadeau en l'honneur de son anniversaire. Donc, une fois que ses amis sont partis, Ayla, elle, est allée devant la maison où elle jouait à un jeu vidéo qu'elle avait eu pour sa Game Boy durant l'après-midi, devant la maison, en attendant son oncle. Elle était très impatiente, elle jouait, c'était une chaude journée, et alors qu'elle patientait, elle a senti une sorte de petit courant d'air frais sur sa nuque. Ça l'a un petit peu intriguée parce que il faisait chaud, donc quelque chose qu'on remarque, ça l'a sortie de son jeu, et en regardant un petit peu autour d'elle pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir, elle a entendu une voix qui lui a dit « Joyeux anniversaire Ayla ». Mais c'était une voix qui ne semblait pas venir de quelqu'un, qui ne semblait pas nette, c'était un peu comme dans un écho. À la suite de cette phrase, elle a entendu un rire. Et ce rire ne semblait pas être un rire amical, c'était plutôt comme un rire moqueur, quelque chose de malicieux, voire même malsain. Immédiatement, Ayla, qui était jeune, a été très effrayée. Et une coïncidence, c'est que son oncle est revenu au moment même où Ayla a entendu cette fameuse voix. Elle avait patienté là parce qu'elle savait que son oncle devait arriver sous peu, mais elle ne s'attendait pas à vivre de tels événements. L'oncle, en sortant de la voiture, a remarqué que Ayla était très pâle, apeurée, et il lui a donc dit de rentrer dans la maison à sa compagnie. Une fois rentrée, Ayla, elle, faisait sa vie tranquillement, elle essayait de se remettre de ses émotions. Son oncle, lui, a parlé avec sa mère,
Et il pensait qu'Ayla n'entendait pas, mais Ayla entendait la conversation qu'il y avait. L'oncle a dit qu'il avait entendu une voix. Et Ayla comprend que ce qu'elle a entendu en attendant son oncle lui, l'a entendu aussi. La mère d'Ayla, pour ne pas l'effrayer, a décidé de ne pas tergiverser plus que ça sur le sujet. Elle croyait en ce qui était dit, mais elle ne voulait pas en parler trop pour ne pas donner trop d'importance. C'est-à-dire que pour elle, si on donnait pas trop d'importance à la chose, eh bien la vie allait reprendre son cours aussi vite qu'elle avait été bouleversée. Sachant d'ailleurs qu'on ne pouvait pas expliquer clairement ce qui avait été entendu, car l'oncle l'avait assuré, dans la rue, il n'y avait personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mère d'Ayla était d'accord sur le fait que les événements étaient étranges. Le temps continue un petit peu pendant la journée, on arrive au soir, au moment où le repas de famille pour l'anniversaire d'Ayla est organisé. À l'occasion, il y a donc les parents d'Ayla, son oncle et des amis de la famille qui ont été conviés, ces amis qui étaient un couple d'amis avec leur bébé. Le repas se passe bien. À un moment donné, pendant le repas, Ayla sent de nouveau la sensation qu'elle avait eue plus tôt, c'est-à-dire ce courant d'air frais sur sa nuque, et immédiatement, elle en parle à sa mère. Sa mère la rassure en disant que c'est probablement une fenêtre de l'étage qui a été laissée ouverte et qui a créé ce fameux courant d'air. Elle essaye de rassurer sa fille alors qu'elle, en entendant ça, on va dire qu'elle se rappelle ce qu'on lui a dit plus tôt, donc elle se dit c'est bizarre parce qu'elle n'est pas au courant, mais la mère elle sait très bien qu'à l'étage, aucune fenêtre n'est ouverte. Le repas suit un peu son cours et on arrive au moment du gâteau d'anniversaire. À ce moment-là, le bébé du couple d'amis a fait ses besoins, donc il faut lui changer sa couche. La femme du couple décide donc d'aller dans la salle de bain à l'étage pour aller changer la couche. Elle monte donc avec le bébé et quelques minutes, à peine, des secondes presque, après qu'elle soit montée, un hurlement se fait entendre dans la maison, mais un hurlement terrible. Tout le monde, pensant qu'il y a un énorme problème, se précipite à l'étage dans la salle de bain pour découvrir un spectacle effroyable. Sur le plafond de la salle de bain, il y avait une trappe qui permettait d'accéder au comble. Cette trappe était ouverte et autour de celle-ci, il y avait des traces de mains noires, comme si quelqu'un avait plongé ses mains dans de la suie et s'était essuyé sur le plafond. Mais ce n'est pas tout. Ces traces faisaient un chemin jusqu'à la chambre d'Ayla. Il faut savoir qu'à côté de la maison d'Ayla, il y a un pré. Donc, si quelqu'un s'est introduit dans la maison, la personne est forcément repartie par le toit et est tombée derrière dans le pré. C'est la seule solution envisageable et logique, car il était impossible que la personne soit repartie par la porte d'entrée, car elle aurait été vue par tout le monde. Donc là, les hommes présents, c'est-à-dire le père d'Ayla, son oncle, ainsi que le mari de la femme avec le bébé, se précipitent au niveau du pré, pendant que la mère d'Ayla, elle, appelle la police. Un peu de temps s'écoule, et le groupe d'hommes qui sont partis à la recherche de l'individu, ainsi que la police, arrivent à la maison en même temps. Et les trois hommes qui étaient partis reviennent, pâles, avec un air très apeuré sur leur visage. Eux, ils disent qu'ils ont couru dans le pré et que dans le pré, une fois qu'ils y étaient arrivés, ils ont entendu un rire moqueur, comme si quelqu'un se jouait d'eux. Et la seule chose qu'ils ont aperçue, c'était une ombre qui a disparu dans l'obscurité de la nuit. La police, elle, a enquêté, a observé justement ce qu'il y avait et ils en sont venus à plusieurs conclusions qui n'ont donné à rien. Le truc, c'est que certes, il y avait des traces de mains au niveau de la fameuse trappe dans la salle de bain, mais il n'y avait plus aucune trace ensuite dans les combles. Donc si quelqu'un était passé par là, eh bien il n'avait laissé aucune trace, ce qui était très bizarre, sachant que c'était un endroit avec de la poussière, donc on aurait dû quand même discerner certaines choses. De plus, les combles donnaient ensuite sur le toit, un toit qui était composé de tuiles, et si jamais quelqu'un était passé par ce toit, les tuiles auraient dû être déplacées, sauf que là elles étaient en place, comme d'habitude, elles n'avaient pas bougé. Donc tout laissait penser à croire que personne en fait n'était passé par là. Donc la police a classé l'affaire sans suite, car en gros, ils ne savent pas comment la personne qui serait venue dans la maison aurait pu rentrer ou sortir. Pour Ayla, c'est plutôt clair, elle pense que c'est une entité paranormale qui est responsable de ces événements. Et d'ailleurs, elle m'a confié qu'elle était plutôt sensible à ce genre d'événements et qu'elle avait déjà vécu d'autres événements du même type, pas à 100% similaires, mais qu'elle avait déjà vécu des choses tout aussi étranges. Merci Ayla pour ton témoignage. Alors je pense dans cette situation, alors effectivement qu'on peut avoir affaire à une entité paranormale, c'est ce qui semble tomber sous le sens, ou alors là je n'ai pas forcément d'explication, mais on peut se dire que c'était peut-être un cambrioleur ou quelque chose de la sorte qui était très doué, qui a réussi à masquer ses traces, mais ça n'expliquerait pas cette histoire de rire moqueur que tu as pu entendre notamment quand tu as entendu ton oncle. Donc effectivement la solution paranormale semble à être privilégiée dans ce domaine-là. Après, évidemment,
Bon, le paranormal, on y croit, on n'y croit pas, donc peut-être que certaines personnes pourront trouver ça être une solution de facilité. Donc évidemment, j'invite tout le monde dans les commentaires à notifier pour chacune des histoires quelles sont leurs théories. Ça pourrait être intéressant en tout cas de voir tout ça. Nous allons maintenant passer à la dernière histoire. Cette histoire sera celle d'Isidora. Isidora nous dit que c'est quelque chose qui lui est arrivé alors qu'elle était âgée de 24 ans et qu'elle travaillait dans un EHPAD. Elle y travaillait depuis à peu près 2 mois. Elle était aide-soignante et elle avait également la casquette d'animatrice car par manque de personnel, il n'y avait pas assez d'animateurs pour animer les lieux et donc il y avait eu une demande qui avait été faite sur la base du volontariat et Isidora gentiment s'est proposée pour justement endosser cette fameuse casquette d'animatrice. Elle nous dit que l'EHPAD a plusieurs étages et est divisé en 2 parties avec un grand jardin. Au rez-de-chaussée, on va dire, il y a tout ce qui concerne l'administratif, le bureau des secrétaires, la loge du gardien, tout ça, et les étages ensuite ce sont là où il y a les chambres. Évidemment, pour rentrer un peu dans le cliché, comme Isidora me l'a souligné, ce qui lui est arrivé s'est passé dans le sous-sol de l'établissement. Le sous-sol est un endroit qui a toujours fait flipper Isidora. À chaque fois qu'elle doit y descendre, elle se sent observée, elle est mal à l'aise là-bas. Et elle se dépêche de faire ce qu'elle doit faire là-bas pour vite remonter. Et d'ailleurs, détail assez intéressant, elle n'est pas la seule à ressentir ce sentiment de malaise. Bon, personnellement, dès que je me rends dans un sous-sol, j'ai toujours cette petite appréhension. Peut-être que vous aussi, donc peut-être que c'est un sentiment commun dû justement, je sais pas, à notre culture populaire dans les films d'horreur et tout, où généralement, oui, les entités paranormales se manifestent dans les sous-sols et pas forcément dans les toilettes. Peut-être que le petit malaise collectif vient de là, je ne sais pas. En tout cas, pour en avoir une description un peu plus précise, Isidora nous dit que c'est un sous-sol un peu classique d'hôpital, avec des tuyaux partout, des grosses portes en métal, que les lumières sont des lumières qui s'allument suite à une détection de mouvement, et on peut y descendre soit par un ascenseur, qui sont accessibles par tout le monde, soit par des escaliers. Les résidents, eux, n'ont pas le droit d'aller dans le sous-sol, c'est uniquement réservé au personnel, et c'est dans le sous-sol qu'il y a le local poubelle. Local poubelle qui est derrière une grande porte en métal, et qui lui-même a une autre porte qui permet de donner directement accès à l'extérieur, et cette porte-là qui donne accès à l'extérieur n'est jamais fermée parce que la serrure dysfonctionne un petit peu. Dans le sous-sol, il y a également buanderie, avec machine à laver pour laver les draps des chambres, etc. Il y a également l'endroit qu'Isidora déteste, c'est un endroit réservé à l'administratif où sont stockées les affaires des personnes qui sont décédées dans l'établissement. Et malheureusement, cette pièce était une pièce bien remplie. Et pour conclure, dans ce sous-sol, il y avait des toilettes réservées au personnel que les résidents ne pouvaient pas utiliser. On est donc en début de soirée, vers la fin de service d'Isidora. Elle finissait à 20h et il était à peu près 19h30. Elle fermait différents bureaux, elle ramassait les poubelles du rez-de-chaussée pour les descendre dans les poubelles du sous-sol, et elle comptait aller aux toilettes avant de partir. Le sous-sol était plongé dans le noir complet, il était totalement vide, et les seuls bruits qui se laissaient entendre étaient les bruits de la tuyauterie. Quand on rentre dans le sous-sol, les lumières ne s'allument pas directement, il faut patienter un petit peu, faire quelques pas pour que les détecteurs de mouvement détectent quelque chose, et ensuite, là les lumières s'allument. N'étant pas à l'aise, Isidora se presse, elle jette les poubelles, elle va aux toilettes et ensuite elle va chercher ses affaires. Elle décide de prendre les escaliers pour être plus rapide car l'ascenseur était remonté et alors qu'elle prend les escaliers, elle sent une sorte de petite fraîcheur. Elle ne sait pas d'où ça vient et ce qui l'interpelle c'est qu'elle n'avait pas ressenti cette fraîcheur avant. Elle tourne sa tête à gauche et dans un petit couloir, elle voit une femme très mince, habillée d'un haut de pyjama blanc à fleurs avec une protection, une sorte de couche pour adultes qui traverse le couloir tout doucement. Immédiatement, déjà qu'elle était mal à l'aise, là Isidora est tétanisée. Elle commence à pleurer, tellement elle est paniquée. Et là, elle est sauvée par un miracle. Une de ses collègues descend. La collègue est surprise de voir Isidora dans un tel état. Et Isidora ne dit pas tout de suite ce qu'elle a vu. Elle demande à sa collègue si un résident n'est pas sorti dans le couloir. Donc la collègue va voir en tirant Isidora par le bras pour qu'elle la suive. La collègue n'est pas apeurée parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'Isidora a vu, et évidemment, rien n'a été aperçu. Donc s'il y avait vraiment quelqu'un, la personne avait réussi à partir très rapidement. Effrayée de voir qu'il n'y a vraiment personne, Isidora raconte à sa collègue ce qui vient de lui arriver, et la collègue n'est pas rassurée du tout par ce qu'elle entend. Donc les deux collègues décident donc de quitter le sous-sol le plus rapidement possible. Isidora, bouleversée, rentre chez elle, mais ce qu'elle a vécu lui trotte dans l'esprit. Elle réfléchit pas mal, et une fois on va dire que le calme a repris sa place dans son esprit, elle se rend compte d'une chose, c'est que la dame qu'elle a vue, elle la connaît. Elle en est persuadée.
C'était une résidente de son EHPAD qui était décédée une semaine auparavant. Elle portait les mêmes vêtements et le lendemain, Isidora a décidé de répondre à une de ses questions. C'est que la tenue que la dame portait devait normalement se trouver dans les affaires stockées des personnes décédées. Donc elle décide en plein jour, maintenant que le sous-sol est plus animé, donc au moment où elle est beaucoup plus sereine, d'aller voir dans les fameuses affaires si elle trouve quelque chose. Elle retrouve le carton qui a les affaires de la dame dont elle se souvient. Et ce qu'elle trouve dans le carton des affaires, c'est la tenue qu'elle a vue. Mais la tenue était dépliée, signe que quelqu'un l'avait touchée, car le reste des affaires, elles, étaient correctement rangées. Depuis ce jour, il ne s'est plus rien passé dans le fameux sous-sol, mais Isidora est toujours très mal à l'aise de s'y rendre depuis cette expérience. Déjà qu'elle n'était pas très sereine avant, suite à cela, ça a empiré. Isidora, si tu te reconnais, merci pour ton témoignage. Je pense que c'est quelque chose de très dur à vivre, surtout que dans ton histoire, je trouve qu'il y a encore une fois deux possibilités. Soit on part sur une théorie paranormale, qui est encore une fois la théorie de la facilité, mais que tout le monde ne croira pas forcément. Soit alors on a une théorie plus rationnelle, où on peut se dire qu'un résident ou une résidente, en l'occurrence, peut-être quelqu'un qui ressemblait à la dame qui était décédée, s'est aventuré dans le sous-sol, a profité que tu y sois, et s'est servi dans les cartons. Et peut-être que derrière, elle a pu partir rapidement, ou elle s'est cachée, que sais-je. C'est une solution qui, je pense, se tient. Évidemment, il y a un doute qui subsiste dans la théorie paranormale comme dans la théorie très réaliste. Donc en commentaire, encore une fois, je vous invite à me dire ce que vous pensez concernant ces deux théories. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires d'abonnés. J'espère que ce sont des histoires qui vous ont plu. Ce sont des histoires qui ont cette fois-ci plutôt une tendance paranormale. Après, on a toujours un moyen d'essayer de justifier ce qui s'est passé d'un point de vue rationnel. Après, parfois, c'est plus compliqué que d'autres également. En tout cas, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces histoires. Si vous avez des théories sur une histoire ou sur une autre, c'est avec grand plaisir que j'irai voir ça, et je pense que les personnes qui ont partagé leurs histoires seront assez curieux de voir vos retours. En tout cas, merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont partagé les histoires que j'ai racontées dans cette vidéo. Je remercie également ceux qui m'ont raconté des histoires que je n'ai pas encore partagées. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je compte sur vous en commentaire pour faire preuve de la plus grande des bienveillances, donner beaucoup de force à ceux qui ont partagé ces histoires. Après, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour me montrer que vous avez aimé ça. Si vous souhaitez, comme dans cette vidéo, que je raconte votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer votre histoire sur Instagram et à vous abonner au passage si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner, même si vous n'avez pas d'histoire à me raconter, vous souhaitez juste suivre l'aventure YouTube sur Instagram, c'est avec plaisir que je vous accueille là-bas. Merci du fond du cœur d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!